Pourquoi du coup un énième topo sur le programme de transition? Bon, ça pourrait paraître comme un peu le b.a.-ba ou un truc qu'on étudie quand on commence à militer, comme une espèce d'introduction sur laquelle on revient pas trop par la suite. Et pourtant, moi j'ai l'impression, et c'est le pari avec ce petit cycle de deux topos, que explorer le programme de transition, discuter à fond de ses logiques, de sa méthode, c'est un outil incroyable pour comprendre jusqu'au bout notre stratégie révolutionnaire. Stratégie révolutionnaire qui est quand même pas très évidente à articuler. Hein. Si vous prenez les réformistes, c'est quand même assez simple. Tu votes pour moi, je prends le pouvoir et puis je m'occupe de tout. Nous, ça implique de mobiliser la classe ouvrière, d'articuler les syndicats et l'auto-organisation, d'articuler la classe ouvrière et ses alliés, des secteurs qui ne sont pas forcément ouvriers eux-mêmes, mais qui font partie de la petite bourgeoisie, d'avoir un programme qui, à la fois, inclut des mesures qui visent à réformer le système, ou en tout cas qui assume d'arracher quelques réformes, mais en même temps qui considère que ça ne suffira pas. Il y a tout un tas d'ambiguïtés, de tensions qui sont consubstantielles à la stratégie révolutionnaire et qui sont difficiles à gérer au quotidien. Et évidemment, une des réponses à ça, c'est le sectarisme, c'est-à-dire se payer de mots, de grandes phrases, de propagande et remettre la lutte révolutionnaire à un horizon très éloigné. En attendant, on mène les luttes telles qu'elles viennent sans trop s'impliquer dedans. Mais le programme de transition, c'est un outil incroyable parce que c'est une tentative justement de systématiser l'ensemble et le meilleur, on va dire, des réflexions et des élaborations des révolutionnaires et du mouvement ouvrier révolutionnaire dans un texte qui, du coup, mérite d'être exploré à fond. Et à cette condition, on peut commencer à comprendre un petit peu plus finement, un petit peu plus précisément la méthodologie, la stratégie révolutionnaire. Parce que ce programme de transition, c'est en gros une systématisation, une codification à la fois d'une expérience fondamentale qui est la révolution russe comme une espèce d'école révolutionnaire centrale pour les révolutionnaires, première révolution ouvrière victorieuse dans l'histoire, mais aussi c'est la systématisation d'élaborations qui sont menées dans le cadre des 4 premiers congrès de l'Internationale communiste, qui sont en gros de la Troisième Internationale, du coup, qu'on considère les révolutionnaires comme un petit peu l'apogée de ce qui s'est fait en termes de débat politique stratégique, donc entre 1919 et 1922. On va avoir un moment où le débat stratégique, la réflexion est poussée un petit peu à son paroxysme, et le programme de transition, il essaye de systématiser toutes ces réflexions. Pour ce topo, qui du coup va essayer de revenir sur l'origine du programme de transition, son contenu et un petit peu son utilisation contemporaine dans un premier temps, et demain on discutera plus du débat entre la logique du programme de transition et donc de la stratégie révolutionnaire et les différentes variantes du débat stratégique qui existent à gauche ou chez des penseurs critiques qui parfois même se réclament du marxisme, mais qui s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie qui s'assume plutôt comme réformiste. Et pour discuter de tout ça, je vais m'appuyer énormément sur les élaborations d'un livre, qui est celui-ci, Des mobilisations aux révolutions, qui est un livre donc, de Mathias Mayello, qui est un des dirigeants du BTS, qu'on est en train de traduire cet été avec Marina. Et du coup, ce topo, c'est plus une volonté à la fois de transmettre quelques bases, mais aussi des réflexions plus nouvelles, plus approfondies, qui sont menées dans le cadre des débats de notre internationale et du travail intellectuel qui est mené dans ce cadre-là. Commençons du coup par le commencement, l'histoire et les origines du programme de transition. D'abord, la notion même de revendication transitoire, ou l'idée de programme de transition, elle n'est pas proprement trotskiste, si elle est devenue du coup associée au trotskisme, à la 4e internationale,
puisque le programme de transition, c'est ce programme de fondation de la 4e internationale qui est rédigé, adopté en 1938. Mais l'idée de revendication transitoire et de programme de transition, c'est entièrement une élaboration de la fin du début des années 20 à l'intérieur de la 3e internationale, et qui correspond à une problématique très concrète et très située, qui est en gros la rupture avec le mouvement ouvrier réformiste de la 2e internationale et les bilans stratégiques de toute une phase d'ascension du mouvement ouvrier et de construction des premiers partis ouvriers de masse, qui court en gros entre les années 1880 et souvent on date de le début de la Première Guerre mondiale comme étant le moment un peu de trahison des partis de la 2e internationale, où l'ensemble de ces partis vont se ranger derrière leur propre bourgeoisie et soutenir l'effort de guerre respectif dans chacun des pays. Et donc la 3e internationale, elle émerge de la révolution russe, qui du coup en 1917 va prendre le pouvoir contre, évidemment en rupture. La rupture est déjà consommée, mais elle se poursuit au moment de la révolution russe, puisqu'il y a un débat sur est-ce que les bolcheviks ont raison de prendre le pouvoir ou pas. Les penseurs de la 2e internationale pensent que non, que c'est totalement délirant, qu'il faut d'abord une révolution démocratique bourgeoise, d'abord il faut donner le pouvoir à la bourgeoisie pour mettre en place une démocratie libérale, mais en gros la Russie n'est pas encore prête à une révolution ouvrière, donc c'est en gros suicidaire de faire la révolution à ce moment-là. Et donc les bolcheviks font la révolution quand même et discutent de cette idée que la révolution elle est à l'ordre du jour, il faut la préparer et il faut réfléchir à comment la mener. Alors ça a été le cas en Russie, mais aussi dans l'ensemble des pays du globe, où il y a des situations évidemment différentes, que ce soit dans les pays d'Europe occidentale, où il y a parfois une démocratie libérale déjà consommée, avec des syndicats qui sont autorisés, ou qui commencent à l'être, et qui commencent à croître, où il y a des parlements, où il y a le suffrage universel, des pays semi-coloniaux, où les tâches d'indépendance nationale, les tâches de réforme agraire, c'est-à-dire toutes ces tâches qu'on qualifie de démocratiques bourgeoises, ne sont pas encore réalisées. Et donc il faut discuter de quel programme révolutionnaire, quelle méthode pour faire la révolution, à la fois à partir des bilans entre guillemets de la révolution russe et des méthodes qui ont été appliquées par les révolutionnaires en Russie, mais aussi à partir du bilan et de l'expérience très immédiate et très concrète que font les différentes ailes gauches ou les partis communistes dans leurs pays respectifs, qui parfois ont des profils assez différents de la Russie, comme c'est le cas de l'Allemagne, où en fait vont s'expérimenter là aussi des méthodes et des stratégies et des réflexions sur comment faire la révolution dans ces pays. Et en particulier, à partir du 3e congrès de l'Internationale communiste, donc en 1921, il y a une discussion sur le fait que la phase la plus directement révolutionnaire qui s'était ouverte à la fin de la Première Guerre mondiale à partir de 1917, en 1918 avec la Révolution allemande et avec tout un tas de processus révolutionnaires en Europe, est en train de refluer. La situation est moins directement révolutionnaire, les gouvernements ont retrouvé une certaine stabilité, la guerre est terminée, et du coup les révolutionnaires se disent dans cette nouvelle phase qui s'ouvre, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce qu'on a, c'est une expérience de la révolution russe, mais qui est dans un pays assez spécifique, qui n'est pas encore codifié, qui n'est pas encore systématisé. Et ce qu'on a, sinon comme programme, c'est un programme qui est pensé pour un moment très révolutionnaire. L'emblème de ça, c'est par exemple le programme qui est adopté par le Parti communiste allemand, qui est fondé donc fin 1918, dans une période d'ascension révolutionnaire, où il y a des conseils ouvriers dans tout le pays, où il y a une situation de radicalité extrêmement forte. Et pour vous dire, le programme à l'époque du Parti communiste allemand, donc il y a différents aspects, mais pour vous prendre 3 revendications, c'est par exemple désarmement de toute la police, de tous les officiers, ainsi que des soldats d'origine non prolétarienne, désarmement de tous ceux qui font partie des classes dominantes.
Élimination de tous les parlements et de tous les conseils municipaux, leur fonction étant dévolue aux conseils d'ouvriers et de soldats. On a aussi comme revendication, la République des conseils procédera à l'expropriation de toutes les banques, mines, usines sidérurgiques, ainsi que toutes les grandes entreprises industrielles et commerciales. Si vous voulez, ça c'est un programme qui est très maximaliste, très offensif, et qui correspond à un moment où la révolution paraît possible en tout cas, mais dans une phase plus de reflux, où les choses se stabilisent, où les institutions fonctionnent plus normalement, où les luttes sont plus éclatées, où le prolétariat, on va dire, n'est pas mobilisé dans les AG, dans la rue, dans les usines, etc. On a besoin d'un programme. Et en même temps, on voit bien qu'on ne va pas se contenter de revenir au programme minimum, qui est donc le programme réformiste. Et donc s'ouvre une discussion sur quelle politique pour faire face à cette période, avec un enjeu stratégique qui est fondamental, qui est synthétisé par le mot d'ordre du 3e congrès de l'Internationale communiste, qui est vers les masses. C'est de dire que dans cette phase plus de reflux, une des tâches stratégiques centrales, c'est de gagner les masses à la perspective communiste, révolutionnaire, et notamment de le faire en bataille avec les réformistes qui, même s'ils ont trahi, continuent d'avoir une influence très importante dans les syndicats, dans les partis, sont au pouvoir dans certains pays comme l'Allemagne. Et donc la discussion, c'est qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas reprendre le programme des réformistes, on ne peut pas non plus leur opposer un programme totalement maximaliste. Et dans ce cadre-là, on va commencer à discuter de la nécessité de revendications de transition, de revendications transitoires. Ça émerge notamment dans les discussions à l'intérieur du Parti communiste allemand, parce que le Parti communiste allemand, qui est dans une situation en Allemagne qui est la plus proche d'une possible révolution, c'est du point de vue des révolutionnaires, tout le monde attend que la révolution allemande, qui a commencé en 1918, aille jusqu'au bout et ne s'arrête pas au seuil de la République de Weimar, qu'elle a permis de mettre en place, mais qu'elle donne lieu à une authentique révolution ouvrière. Et donc, le Parti communiste allemand, il va expérimenter tout un tas de méthodes, inspirées aussi par l'expérience des bolcheviks. C'est par exemple au sein du Parti communiste allemand qu'on va discuter et expérimenter la tactique stratégie du front unique. Donc très concrètement, qu'est-ce que c'est que la tactique stratégie du front unique? C'est une politique qui s'adresse aux directions ouvrières réformistes, social-démocrates, dont on rappelle quand même que quelques années avant, elles ont quand même assassiné les principaux dirigeants communistes dans le pays. Donc c'est pas une politique qui va de soi, vous voyez, à cette époque. Mais comme ils ont une influence sur des larges pans du mouvement ouvrier, on va considérer qu'on ne va pas rester dans notre coin à mener nos propres luttes avec nos propres ouvriers, mais on va les interpeller et leur proposer de mener des luttes communes qui permettront à la fois de lier les communistes aux ouvriers sociodémocrates dans l'action concrète, mais aussi de démontrer dans l'action concrète aux ouvriers qui sont influencés par les sociodémocrates que les méthodes, que la pratique, que le programme, que la stratégie des communistes, elle est plus efficace et elle est plus conséquente que celle des réformistes. Donc ce front unique, dont le mot d'ordre que vous connaissez peut-être, c'est frapper ensemble, marcher séparément, ça va être une tactique qui va être au centre des discussions du 3e congrès, donc de la 3e internationale. Et en même temps, il y a une discussion, c'est si on mène ce front unique, comment on fait pour avoir un programme qui permet de se distinguer quand même des réformistes, quoi. C'est-à-dire de ne pas se contenter juste de mener la lutte sur un programme minimal et de dire aux ouvriers mais nous on est pour la révolution, mais d'avoir nous un programme qui essaye de faire le pont entre la lutte immédiate à laquelle on participe et notre objectif qui est celui de la révolution. Et du coup, les revendications transitoires, ça va être ces revendications qui ne sont pas entièrement socialistes, mais qui vont au-delà de la propriété capitaliste, qui vont au-delà du respect des cadres de la société bourgeoise et qui permettent d'exprimer la nécessité de la dépasser.
Et donc, voilà, Pierre Brouet, il synthétise en disant que ces revendications transitoires qui sont discutées à l'époque, elles visent à remplir dans l'arsenal de la théorie communiste le vide qu'avait laissé l'effondrement de la vieille séparation entre programme maximum et programme minimum, qui remontait au programme d'Erfurt du SPD allemand de 1891. En gros, pour les sociodémocrates, on avait d'un côté le programme quotidien minimum, qui était un programme fait à l'intérieur du système capitaliste pour le suffrage universel, pour l'augmentation des salaires, pour le droit à l'accès à l'éducation, etc. Et la perspective lointaine d'une société révolutionnée où les moyens de production seraient expropriés. Mais il n'y avait pas d'articulation entre les deux. Et les communistes, leur but, c'est de trouver quel levier pour l'articulation entre les deux qui permettent d'intervenir immédiatement dans les luttes quotidiennes, mais en même temps d'aller au-delà du projet de juste réformer ou d'arracher des miettes aux capitalistes. Donc ce programme, il va être débattu, il va être discuté, cette perspective des revendications transitoires, il va être adopté par le 3e congrès de l'Internationale communiste, après des débats importants, parce que du coup, il y a une aile ultra-gauche qui pense qu'il ne faut surtout pas arrêter l'offensive révolutionnaire et que c'est faux. Cette idée de front unique, c'est en gros une compromission avec les réformistes. Cette idée que la révolution ne serait pas immédiatement à l'ordre du jour dans les mois et les semaines, c'est un recul opportuniste, etc. Et leur mot d'ordre, justement, c'est de dire le trait principal de la période actuelle, c'est que nous devons, dans des combats partiels, même purement économiques tels que les grèves, lutter les armes à la main. Donc en fait, c'est un programme totalement maximaliste qui dit non, c'est pas vrai, c'est pas fini du tout, il n'y a pas de reflux, au contraire, il faut y aller, il faut se radicaliser encore plus, etc. Et il y a un autre débat, c'est de dire le problème, c'est que ces revendications transitoires, d'une certaine manière, est-ce qu'elles ne vont pas flouter la séparation entre révolution et réforme, quoi. Finalement, c'est notamment la position défendue par Boukharine, dit au quotidien, il n'y a pas de problème à ce que localement on défende des revendications de transition, on va dire ça c'est de la tactique, chacun fait sa sauce. Mais le problème c'est que si on l'inscrit dans notre programme, si on l'adopte même au niveau de l'international communiste, on commence entre guillemets à droitiser un petit peu notre discours. Ça va être interprété comme si en gros nous on était pour soit faire croire que dans le cadre du système capitaliste ce serait possible d'implanter des réformes socialistes, soit on va dire générer une confusion, en tout cas générer une confusion entre réforme ou révolution, pour le dire vite. Et du coup Boukharine il défend l'idée que le programme des révolutionnaires et de l'international communiste en particulier, ça doit être un programme qui dit il faut la révolution, l'expropriation des moyens de production, qui porte sur le but final, par opposition du coup aux réformistes, et qui ne mentionne pas du coup les revendications minimum par ailleurs, mais qui soit purement un programme de comment on fait la révolution, qu'est-ce qu'on fera quand on aura fait la révolution, plutôt pour le dire comme ça, et que les revendications transitoires, elles doivent être utilisées localement, nationalement, dans des programmes d'action qui s'assument comme des programmes pratiques, tactiques, et dans lesquels, en gros, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc il va y avoir un énorme débat, et il se fait critiquer parce qu'on lui dit, en fait, le problème, c'est que là, tu es en train de renouer avec la séparation entre programme minimum et programme maximum, et du coup, ça va ouvrir la voie à des attitudes opportunistes quotidiennes, et la meilleure manière de se prémunir justement d'une logique opportuniste et d'une confusion, c'est d'avoir des revendications qui font ce pont entre les besoins immédiats des masses et la perspective de la révolution. Et c'est totalement absurde d'opposer la perspective stratégique finale et la tactique et la pratique quotidienne, parce que de toute façon, la révolution, c'est pas pour demain, et que d'ici là, ce qu'on a besoin, c'est de programmes qui permettent d'apprendre aux partis révolutionnaires à lutter au quotidien pour conquérir une influence, pour se renforcer, et pour être capable, le moment venu, quand une crise révolutionnaire s'ouvrira, de faire la révolution. Et du coup, dans les thèses sur la tactique du 3e congrès, la 3e internationale écrit à la place du programme minimum des réformistes et des centristes, l'internationale communiste met la lutte pour les besoins concrets du prolétariat, pour un système de revendications qui, dans leur ensemble, démolissent la puissance de la bourgeoisie, organise le prolétariat et constitue les étapes de la lutte pour la dictature prolétarienne,
et dont chacune en particulier donne son expression, a un besoin des larges masses, même si ces masses ne se placent pas encore consciemment sur le terrain de la dictature du prolétariat. Donc, il y a cette idée que face au programme minimum, le programme de l'Internationale communiste, il y a trois idées centrales. C'est un programme qui démolit la puissance de la bourgeoisie, donc dont les revendications vont au-delà de ce qui est acceptable par la bourgeoisie. Organise le prolétariat, donc c'est un programme qui, en luttant pour ce programme, on va permettre au prolétariat de s'organiser, de faire des expériences de lutte, de se mettre en mouvement. Et en même temps, répond aux besoins de larges masses qui ne sont pas encore révolutionnaires, mais qui peuvent comprendre la nécessité de telle ou telle revendication transitoire et la nécessité d'aller au-delà d'un programme minimal. Bon, ça, ce sont les discussions dans l'Internationale communiste. C'est un débat qui va se poursuivre dans le 4e congrès. Même jusqu'au 6e congrès, il y a des débats sur la question des revendications transitoires. Et face à ces débats, face aux craintes que suscite ce programme transitoire, le 4e congrès il adopte une résolution qui dit « Le 4e congrès se prononce tout aussi résolument contre la tentative de présenter l'introduction de revendications transitoires comme de l'opportunisme que contre toute tentative tendant à atténuer ou à remplacer les objectifs révolutionnaires fondamentaux par des revendications partielles. » Donc cette idée de dire il ne faut pas dire que le programme de transition est opportuniste, mais en même temps, évidemment, il ne s'agit pas d'utiliser le prétexte de ce programme-là pour atténuer l'opposition entre réforme ou révolution. Donc, cette logique des revendications de transition, sur laquelle je viens de passer beaucoup de temps, mais qui sera gagnée pour la suite, c'est un acquis important parce que c'est les acquis de partis communistes qui essayent de trouver une voie vers les masses, qui essayent de penser des tactiques et des stratégies fines pour discuter d'un défi qui est immense. Comment faire pour mobiliser massivement les masses? Comment faire pour conquérir une influence décisive sur les masses? Comment faire pour participer à des luttes quotidiennes qui tendent à être canalisées par le système capitaliste, tendent à finir par soit des réformes en fait bourgeoises, soit le soutien à des gouvernements de gauche qui se proposent d'appliquer le programme, etc., dès lors qu'elles ne finissent pas par une révolution, ce qui est quand même le cas la majorité du temps. Comment faire pour mener cette lutte, pour accumuler au fil des luttes des forces, des expériences, pour enseigner non seulement à une avant-garde révolutionnaire la perspective de la révolution, mais aussi comment permettre à de larges secteurs de la classe ouvrière de faire des expériences qui les poussent vers la perspective de la révolution. Donc, toutes ces réflexions, elles sont très fines, elles sont très développées. Les débats, ils sont extrêmement intéressants à cette époque. Et le stalinisme va, en gros, simplifier énormément les termes du débat, puisque à partir de 1924, avec la mort de Lénine, la reprise en main du parti bolchevique, puis de l'Internationale communiste, par Staline, la chasse à l'opposition et à toutes les oppositions en les excluant du parti bolchevique, en exilant une bonne partie et en intimidant aussi toute une partie. Le programme de l'Internationale communiste va en gros se résumer à des oscillations entre un programme archi-opportuniste dans les moments où ça arrange la bureaucratie soviétique qui défend avant tout les intérêts de la Russie sur l'échiquier international, et des revendications ultra-gauchistes quand ça lui permet de donner le change ou de se séparer, on va dire, des réformistes, de mener la lutte contre des ennemis. Et donc tout l'héritage stratégique va être globalement liquidé. Un des exemples évidemment fondamentaux, c'est par exemple la politique qui va être adoptée en Allemagne au début des années 30, ultra-gauche, où en gros, face à la montée du fascisme, au lieu d'appliquer cette fameuse tactique stratégique du front unique, qui impliquerait d'essayer de lutter avec les sociaux-démocrates, y compris partiellement, contre les bandes fascistes pour un programme qui permette de faire face aux avancées à la fois de l'autoritarisme, mais aussi aux progressions des fascistes, un programme de lutte commun aussi pour se défendre concrètement face aux fascistes, donc se prêter les uns les autres des forces
pour aller défendre ses mythiques, pour aller défendre ses locaux, etc., va développer une théorie ultra-sectaire du social-fascisme en disant que les réformistes pavent la voie aux fascistes, ils ne valent pas mieux que les fascistes, et donc en gros, on est autant ennemis des fascistes que des sociodémocrates. Et pendant toute cette période, en gros, l'opposition de gauche, qui va être donc menée par Trotsky, à la fois à l'échelle de l'Union soviétique et puis dans les différents pays et à l'intérieur ou en rapport, on va dire, avec l'internationale communiste, elle va essayer, sur chaque expérience de la lutte de classe importante, de proposer une stratégie alternative, de tirer les bilans, de discuter de ce que serait une stratégie révolutionnaire pour faire face à tout ça, et on va dire de conserver les acquis théoriques, stratégiques du mouvement ouvrier révolutionnaire et du début de la Troisième Internationale, mais aussi de continuer à les élaborer et à les mettre en action, hein, puisque du coup, entre les années 20 et les années 30, vous avez énormément de processus révolutionnaires très importants, les plus connus évidemment étant le processus révolutionnaire en Chine, la guerre, la révolution en Espagne, la grève générale de juin 1936 en France. Donc, dans tous ces combats, on va dire, l'opposition de gauche, elle essaye d'opposer, y compris depuis ces organisations, à partir du moment où elle va commencer à intervenir plus, une perspective alternative à celle des staliniens. Et en 1933, il y a la Ligue communiste internationale qui est fondée et qui est en gros l'évolution de l'opposition de gauche et la réunion de tous les militants qui se retrouvent dans sa perspective stratégique. Elle adopte un programme, elle adopte un manifeste, un programme en 11 points qui correspondent aux fondements, aux piliers théoriques et stratégiques de ceux qui se retrouvent dans cette opposition au stalinisme. Et dans le 7e, elle souligne que, en gros, pour appartenir à cette Ligue communiste internationale, il faut reconnaître la nécessité de mobiliser les masses sous des mots d'ordre de transition correspondant à la situation concrète dans chaque pays, et particulièrement sur des mots d'ordre démocratiques quand il s'agit de lutte contre les rapports féodaux, l'oppression nationale ou les différentes espèces de dictatures impérialistes ouvertes, entre parenthèses, fascisme, bonapartisme, etc. Cette question du programme de transition, des revendications de transition, donc on voit l'importance, hein, ça fait partie des sujets centraux qui distinguent, on va dire, les révolutionnaires des staliniens. En 1934, entre 1934 et 1936, donc il y a un processus de lutte de classe aiguë en France qui commence en gros avec la grève générale du 12 février 1934 après les émeutes d'extrême droite du 6 février et qui se clôt avec la grève générale de 1936 qui va être canalisée sur le terrain de revendications minimales pour le coup, même si évidemment importantes. Et donc dans toute cette période, pareil, Trotsky dit que il faut un programme de transition. Il oppose notamment aux staliniens qui, à l'époque, à partir de 1934, défend un programme de revendication minimale économique partielle, le fait qu'il faudrait au contraire un programme de transition pour la France qui permettrait de proposer une perspective à tous les ouvriers qui sont mobilisés le 12 février 1934 pour, en gros, s'opposer à la montée en puissance des ligues fascistes et de l'extrême droite, et pour les mettre en mouvement, pas seulement autour d'un programme de revendication minimale, qui est la logique à l'époque du stalinisme, notamment pour montrer patte blanche aux différentes forces bourgeoises, avec cette idée en gros que si les fascistes arrivent au pouvoir, l'ennemi numéro 1 des fascistes, évidemment, c'est les communistes, donc on a quand même intérêt à brosser dans le sens du poil les bourgeois libéraux, les réformistes, etc., donc incarnés respectivement par le Parti radical et par la SFIO en France. Et du coup, ils défendent que des revendications minimales pour surtout pas effrayer, pour dire vous inquiétez pas, nous notre but c'est pas du tout la révolution, il n'y a pas de souci, on veut juste des augmentations de salaire, etc. Et Trotsky dit que c'est une politique qui est en train de totalement paralyser les masses, tout simplement parce que les masses ne veulent pas lutter pour un programme juste de revendication économique partielle, mais qu'elles veulent un programme qui leur permet d'affronter l'ensemble de cette situation qui est une situation de crise profonde, où en gros les gouvernements tombent les uns après les autres, appliquent des politiques d'austérité plus dures les unes que les autres, il y a une énorme instabilité, c'est le moment aussi où il y a un débat sur la réforme du régime
avec la volonté de renforcer les aspects autoritaires et notamment les pouvoirs de l'exécutif dans la Troisième République. Et donc il défend là aussi ce programme de transition. Finalement, en 1938, le programme de transition, il est adopté à la conférence de fondation de la 4e internationale, qui donc est l'évolution de la Ligue communiste internationale. Et donc il vise en fait à être un programme d'action internationale qui, en gros, indique à l'ensemble des sections et à l'ensemble des révolutionnaires c'est quoi les pistes pour affronter la période qui s'ouvre, et en même temps qui contient toute une série de bilans des grands moments de lutte de classe qui ont marqué les années précédentes, et en particulier les mobilisations en Espagne. Mobilisation, c'est peu dire, mais on se comprend. La révolution espagnole, la guerre civile, la grève générale en France, et les grèves sauvages qui se développent à l'époque aux États-Unis. Et donc le constat de ce programme, alors ça c'est les lignes les plus connues, c'est que la situation politique mondiale dans son ensemble se caractérise avant tout par la crise historique de la direction du prolétariat. Cette phrase-là, c'est pas de la propagande, c'est pas un truc abstrait, c'est pas de la théorie. Ça dit concrètement quoi? Ça dit que depuis 10 ans, il y a des processus révolutionnaires qui se mènent un petit peu partout dans le monde, et à chaque fois, les directions les emmènent dans le mur et les conduisent à des défaites parfois sanglantes, ou alors à des canalisations sur le terrain des institutions qui finissent par préparer des défaites plus tard. Donc, en gros, ce bilan de la crise historique de la direction du prolétariat, c'est que la direction actuelle du prolétariat, c'est d'un côté les staliniens qui, du coup, oscillent en fonction de leurs intérêts immédiats et mènent les mouvements dans le mur, cherchent à les canaliser, ou parfois appliquent des tournants brusques et emmènent des milliers de révolutionnaires au casse-pipe avec des politiques totalement dangereuses, aventurières, etc. Et puis, de l'autre côté, on a les réformistes qui sont de plus en plus intégrés au régime, qui sont au gouvernement dans différents pays, et qui, évidemment, dont la validité historique a déjà été invalidée, mais qui continue, évidemment, d'avoir une influence. Et donc Trotsky constate que toutes ces mobilisations, elles expriment une situation de crise du capitalisme très importante, qui est la situation de l'entre-deux-guerres, qui est marquée par une crise profonde du capitalisme, en particulier à partir de 1929, avec le développement d'un chômage de masse et des solutions bourgeoises à la crise qui ne réussissent pas du tout à inverser la tendance de manière radicale. On pense évidemment au New Deal, qui est un petit peu la politique emblématique de cette période, mais qui ne va pas relancer une dynamique de prospérité ou faire disparaître du tout le chômage. Et par ailleurs, une des autres expressions de cette crise, c'est évidemment l'aiguisement des tensions géopolitiques, des tensions entre les différents pays impérialistes, notamment entre les pays qui ont été les perdants de la Première Guerre mondiale et les pays qui ont fait partie du camp des gagnants, qui préparent un nouveau conflit de grande ampleur. Et donc dans cette situation, Trotsky considère que la situation est mûre, et même elle a commencé à pourrir, puisqu'on voit que malheureusement les défaites, elles se payent, et que les fascistes concrètement sont en train de conquérir des positions importantes et de remporter des victoires importantes dans différents pays. Et du coup la question, c'est quel programme pour les luttes qui vont continuer d'émerger pour affronter la situation et pour permettre que ces luttes-là soient victorieuses. Et donc le programme de transition, il explique: la tâche stratégique de la prochaine période consiste à surmonter la contradiction entre la maturité des conditions objectives de la révolution et la non-maturité du prolétariat et de son avant-garde. Il faut aider les masses dans les processus de leur lutte quotidien à trouver le pont entre leurs revendications actuelles et le programme de la révolution socialiste. Ce pont doit consister en un système de revendications transitoires
partant des conditions actuelles et de la conscience actuelle de large couche de la classe ouvrière, et conduisant invariablement à une seule et même conclusion, la conquête du pouvoir par le prolétariat. Donc il y a cette idée de pont qui est centrale, qui encore une fois est une idée qui est totalement caractéristique des débats de la Troisième Internationale sur le programme de transition. C'est pas du tout une invention trotskiste. D'une certaine manière, Trotsky poursuit les discussions qui ont été stoppées net, on va dire, en 1923. Et donc l'idée de transition, du coup, j'ai commencé à en dire quelques mots, mais elle correspond à plusieurs enjeux. D'abord, c'est la transition entre les besoins des masses et la nécessité de la révolution. On pourrait dire que c'est une transition sur le terrain objectif. Il y a une crise mondiale qui annonce une guerre, qui génère un chômage de masse, qui dégrade la situation de la majorité de la population. Et il y a objectivement besoin de faire la révolution si on veut arrêter ce processus. Si on ne la fait pas, la réponse, le développement naturel du capitalisme face à cette crise, ce sera d'enfoncer toujours plus loin dans la crise, de déclencher et de conduire à une guerre mondiale qui accentuera encore un peu plus les souffrances qui sont infligées à des millions et des millions de travailleurs, mais aussi à des paysans pauvres, à des petits commerçants, à l'ensemble des secteurs qui ne bénéficient pas et qui n'appartiennent pas à la bourgeoisie, partout dans le monde. Donc, il y a cette idée de transition objective. Les masses ont besoin vital déjà de défendre leurs conditions de vie, de survivre, même, parce qu'on parle de la guerre, et il y a besoin de la révolution. C'est pour ça que le programme de transition, c'est un programme pour une époque de transition. Il y a cette idée d'époque de transition, pas au sens où, pas du tout dans un sens mécanique, automatique, c'est-à-dire c'est la crise du capitalisme, donc forcément la révolution va arriver, donc on est dans une époque de transition où ça va arriver. Vous voyez bien que cette idée de crise de direction et de bilan des luttes, elle est totalement anti-mécaniste de ce point de vue-là. Les révolutionnaires, ils savent bien que le capitalisme, il produit de la lutte de classe. La lutte de classe, elle produit des soulèvements, des mobilisations, voire des situations révolutionnaires, mais elle ne garantit surtout pas la victoire du prolétariat, et le pire il n'est jamais sûr qu'on puisse éviter le pire sous le capitalisme. Donc il y a cette idée de besoin des masses, nécessité de la révolution. Ensuite, il y a l'idée de transition entre la conscience des masses actuelles et la compréhension de la nécessité de la révolution. C'est-à-dire qu'il y a cette situation objective, ça ne veut pas dire que le prolétariat conçoit le fait qu'il faut renverser le capitalisme pour éviter la guerre et pour essayer d'améliorer ses conditions. Donc ça, voilà, c'est cette idée qu'il faut accompagner la lutte des masses, accompagner l'expérience des masses pour faire changer la conscience, parce que comment les marxistes pensent que la conscience, elle évolue ? Ils pensent que la conscience, elle évolue non pas par l'éducation d'un espèce de sauveur qui se placerait au-dessus de la société et qui viendrait expliquer au prolétariat ce qu'il faut faire, mais par la pratique, par l'expérience concrète des luttes révolutionnaires et l'expérimentation concrète de quel programme, quelle stratégie est la mieux à même de me permettre de répondre à mes revendications ou d'améliorer mes conditions de vie. Là encore, ça ne veut pas dire que cette expérience elle est automatique et que le meilleur programme s'impose naturellement aux yeux des masses comme le programme à suivre, et que le parti qui est le plus révolutionnaire et qui a la meilleure compréhension de la société est automatiquement le parti qui est suivi par les masses. Ça implique des luttes politiques, ça implique des luttes de partis, ça implique des luttes de stratégie, ça implique aussi des luttes de tactique concrètes à des moments donnés. Et donc c'est une tâche éminemment stratégique et politique qui se résout dans la pratique. Mais en tout cas, pour passer de la conscience actuelle des masses à la compréhension de cette nécessité, il faut que la mobilisation des masses actuellement se développe jusqu'à devenir une mobilisation révolutionnaire. Et donc, dans ce cadre-là, le programme de transition, c'est un programme d'indépendance de classe qui défend une stratégie révolutionnaire et qui doit permettre d'éviter
les différents, à la fois la canalisation dans un programme qui respecte le cadre bourgeois, mais qui aussi doit permettre de fournir une issue, une perspective politique aux masses, une perspective des masses elles-mêmes avec leur propre programme à défendre par leur méthode de lutte, pas un programme pour les élections à défendre face aux autres candidats et qu'on pourrait appliquer une fois au pouvoir, mais un programme pour la lutte, pour la mobilisation qui doit être adopté par les ouvriers qui se mobilisent, discuté dans les conseils ouvriers, dans les usines, etc. Et c'est quelque chose d'essentiel parce que s'il n'y a pas une perspective politique globale pour répondre à l'ensemble des problèmes qui se posent dans la situation, la politique ayant horreur du vide, ce qui finit par s'imposer, c'est les deux variantes fondamentales de la politique bourgeoise face au soulèvement révolutionnaire. D'un côté, les fronts populaires, c'est-à-dire une politique de conciliation entre des secteurs de la bourgeoisie et les directions ouvrières qui vont viser à canaliser leur lutte dans le cadre des institutions, à les paralyser, à les empêcher d'aller au-delà justement de la propriété privée capitaliste, et le fascisme, qui pour le coup est un programme et un projet politique bourgeois d'écrasement par la force, par la violence et par la mobilisation de bandes armées du mouvement ouvrier, le terrorisme, l'attaque contre les locaux, l'attaque contre les réunions, c'est empêcher matériellement le mouvement ouvrier d'exister, assassiner ses représentants, etc. Voilà ce qu'est le fascisme. Alors, qu'est-ce qui contient ce programme? Alors, il contient évidemment des revendications. D'abord, non pas directement des revendications minimales, mais une référence aux revendications minimales, puisqu'en fait les revendications minimales, on les connaît, et elles surgissent un petit peu d'elles-mêmes, elles circulent dans la société bourgeoise un petit peu naturellement. Des revendications transitoires qui, elles, visent à apporter une réponse structurelle et vont à l'encontre de la propriété privée capitaliste, même de façon partielle, même de façon incomplète, qui sont une façon simple d'exprimer la perspective et le programme du socialisme. Il contient aussi des pistes organisationnelles, c'est-à-dire comment il faut lutter pour ces revendications, avec toute la discussion sur les comités d'usine, les soviets, les piquets de grève, etc., mais aussi les syndicats. Des revendications aussi liées à l'alliance avec la paysannerie et les secteurs de la petite bourgeoisie appauvrie. Donc il y a des revendications que la classe ouvrière doit porter pour défendre les intérêts de gens qui ne sont pas des ouvriers. Mais le programme de transition, il contient aussi un programme d'action pour les pays semi-coloniaux, des réflexions sur un programme d'action en URSS, un programme d'action aussi dans les pays fascistes. Il contient une polémique contre les opportunistes et les sectaires. Il contient aussi un appel à se diriger vers les couches les plus opprimées du prolétariat, c'est-à-dire des réflexions un petit peu de méthode ou de logique révolutionnaire. Et puis il défend aussi même la manière dont doit s'organiser cette nouvelle internationale qui va être fondée. Et face au stalinisme et à la bureaucratie, il défend la nécessité d'un régime intérieur qui est démocratique. Bon, tout ça en 50 pages, donc voilà, on peut féliciter Trotsky pour l'esprit de synthèse. Mais bon, vous voyez que ce programme de transition, il est extrêmement dense, et surtout, c'est un système. Souvent, quand on découvre le programme de transition, quand on commence à militer, etc., on s'attache beaucoup aux revendications transitoires. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à militer, il y avait une discussion entre néo-militants, c'est est-ce que cette revendication, elle est transitoire ou pas, et pourquoi, etc. Et en fait, le programme de transition, c'était les revendications transitoires. Bon, par rapport à ça, ce qui est important, c'est de voir que le programme de transition, c'est un système, c'est une méthode, c'est un manifeste stratégique, c'est-à-dire qu'il articule différents plans, et ce n'est pas juste un programme de revendication, et que par ailleurs, ce qui donne du sens à chaque aspect séparé du programme, c'est son articulation avec l'ensemble des autres aspects du programme. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer, par exemple, la lutte pour les revendications minimales de la lutte pour les revendications transitoires. Mais on ne peut pas non plus séparer la lutte pour les revendications minimales et la lutte pour les revendications transitoires de l'auto-organisation et de la lutte qui est proposée pour les syndicats. On ne peut pas non plus séparer
la lutte pour les revendications du prolétariat de la nécessité de lutter pour les revendications des autres secteurs de la population. Donc il faut vraiment comprendre que, je dis ça par ailleurs parce que souvent des débats ou des manières de mener la discussion parfois dans l'extrême gauche, c'est de séparer une revendication ou quelque chose et de dire regardez, ça c'est opportuniste, ça c'est délirant, etc. Ce que Trotsky il explique, c'est justement que le programme d'action, il essaye de remplir cette tâche de transition sur les différents niveaux, et c'est pour ça que, notamment, ces revendications qui sont à la fois qui ont à la fois l'objectif de s'adapter à la mentalité objective des ouvriers, mais en même temps de se diriger vers la perspective de la révolution, il explique, certaines apparaissent comme trop révolutionnaires parce qu'elles reflètent plus la situation objective que la mentalité réelle des ouvriers, et certaines revendications apparaissent très opportunistes parce qu'elles sont adaptées à la mentalité des travailleurs. La clé et le caractère révolutionnaire du programme, c'est dans leur articulation et dans la pratique politique, ça c'est un truc sur lequel je voudrais beaucoup insister, dans la pratique politique que définit le programme de transition. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un programme, des mots d'ordre à poser, mais c'est une façon de penser l'intervention des révolutionnaires dans la lutte de classe. Ça va, tout va bien, tout est clair. Alors, rentrons un petit peu dans ce programme de transition en discutant de trois aspects centraux. D'abord, l'articulation entre revendications minimales et revendications transitoires, ce qui permettra de discuter un petit peu plus concrètement de ces fameuses revendications transitoires que j'ai teasées depuis le début. Donc je vous l'ai dit, je ne vais pas répéter, mais cette idée de la séparation entre programme minimum et programme maximum, c'est la deuxième internationale. C'est un truc qui, au final, finit par être le programme minimum partout et tout le temps, et le socialisme pour les jours de fête ou pour un avenir indéterminé mais qui n'arrivera jamais. Bon, ça c'est le point de départ, c'est une des questions centrales du programme, c'est de dépasser cette opposition, ce qui implique de ne pas repousser, là je cite le programme de transition, les revendications du vieux programme minimum dans la mesure où elles ont conservé quelques forces de vie. C'est-à-dire que aujourd'hui les ouvriers ils se mobilisent sur des revendications minimales. Par exemple, faire tomber la retraite à 64 ans de Macron. Par exemple, augmenter leur salaire, parfois même en dessous de l'inflation, c'est-à-dire même en dessous de leur maintien au même niveau. Mais dès lors que ça les met en mouvement, ces revendications minimales, on ne peut pas les contourner et on ne peut pas s'y opposer. Et on doit les accompagner, les défendre et même se donner pour objectif de les arracher. Mais tout en défendant les droits démocratiques des ouvriers et leur conquête sociale, on mène ce travail de tous les jours dans le cadre d'une perspective correcte, réelle, c'est-à-dire révolutionnaire. Trotsky note par ailleurs que ces vieilles revendications partielles, elles sont en permanence attaquées par les grandes tendances capitalistes, par la crise. Et justement, le système de revendication transitoire, il vise à diriger la colère et la mobilisation qui survient de cette nécessité de défendre ces revendications partielles contre les bases mêmes du régime bourgeois. Et c'est pour ça qu'il dit que le vieux programme minimum est constamment dépassé par le programme de transition, dont la tâche consiste en une mobilisation systématique des masses pour la révolution prolétarienne. Donc la caractéristique des revendications transitoires, qui est en gros une manière de dire aux ouvriers « Ok, on peut lutter pour le programme minimum, mais regardez, ce programme minimum, il va vous permettre même pas de maintenir votre salaire. Ce programme minimum, il va vous permettre même pas de revenir à la normale, par exemple sur les retraites. Bon, déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent beaucoup plus tard que 64 ans. C'est-à-dire que là, vous allez juste un peu limiter les dégâts. Pourquoi ne pas revendiquer quelque chose qui va au-delà? Et en particulier, il va sur un certain nombre de points qui sont centraux dans les périodes de crise du capitalisme et concrètement dans la période qui est étudiée, parce que c'est ça la situation, c'est un programme. Trotsky dit le programme de transition, c'est un programme d'action pour la période qui s'ouvre de aujourd'hui 1938, jusqu'à en gros la Révolution. C'est un programme qui est situé par rapport à des problématiques
auquel est confronté très concrètement le mouvement ouvrier. C'est pour ça que c'est une méthode, parce que ça veut dire que c'est un programme qui a vocation à être développé, qui a un programme à être rédigé, réarticulé, complété sur des aspects, etc. Mais en tout cas, ce qui ne bouge pas, c'est que les revendications transitoires, ce sont ces revendications qui ont la caractéristique de ne pas s'arrêter à la limite de la propriété capitaliste, qui permettent, en partant de problèmes objectifs, d'exprimer la nécessité de dépasser cette forme d'organisation, voire qui permettent d'esquisser ce que serait l'organisation future de la société. C'est le cas, par exemple, de la revendication de l'échelle mobile des salaires et de l'échelle mobile des heures de travail. Donc, en gros, l'échelle mobile des salaires, c'est l'indexation des salaires sur les prix. Et l'échelle mobile des heures de travail, c'est on prend la quantité de travail nécessaire dans la société et on la divise par le nombre de personnes qui travaillent. Évidemment, dit comme ça, c'est facile. Mais en fait, ça part d'un constat qui est évident dans les grandes périodes de crise, c'est que l'exploitation s'intensifie chez les ouvriers qui travaillent, et en même temps, on a un chômage de masse qui se développe. Et donc, en fait, il faut travailler moins pour travailler tous, pour reprendre des mots d'ordre un peu altermondialistes, etc. Et donc, ça vise à pointer une aberration visible du capitalisme, c'est-à-dire que l'organisation de l'économie par le marché, par la propriété privée, par des capitalistes individuels qui s'affrontent les uns les autres sur le marché capitaliste, elle génère d'énormes souffrances pour les travailleurs. Et donc il faudrait une échelle mobile des heures de travail, mais vous voyez qu'immédiatement, ça pose un problème concret. C'est que ça implique déjà d'avoir la main sur l'embauche des travailleurs et en fait, en dernière instance, la main sur l'ensemble de l'économie. Donc ce programme, il permet de pointer l'irrationalité capitaliste et de proposer une solution qui vise à être audible pour les travailleurs, mais qui en même temps est très révolutionnaire, mais n'est pas non plus l'explication de l'ensemble du programme et de la stratégie des révolutionnaires, mais qui en est une partie, un aspect partiel, décliné avec un objectif à la fois de pousser et de dépasser le programme minimum, mais aussi de faire de la pédagogie sur le caractère fondamentalement limité, irrationnel, mortifère du capitalisme et la possibilité d'une autre organisation sociale. Et c'est une discussion que mène Trotsky, par exemple, avec le SWP américain, en expliquant à quoi correspond ce mot d'ordre. Dans les faits, il s'agit de l'organisation du travail dans la société socialiste. C'est le nombre total d'heures de travail disponibles divisé par le nombre total de travailleurs. Mais si nous présentons l'ensemble du système socialiste, il apparaîtra à l'américain moyen comme une utopie, comme une importation européenne. Nous devons donc le présenter comme une solution à cette crise qui devra leur garantir de quoi manger, boire et vivre dans des logements décents. C'est le programme du socialisme, mais sous une forme très simple et accessible. Ce programme, il a par ailleurs un enjeu fondamental et stratégique, c'est la question de l'unification du prolétariat et de la lutte contre la division entre les travailleurs en emploi et les travailleurs sans emploi. Dans les périodes de crise capitaliste, la bureaucratie syndicale s'assure que les luttes pour les salaires sont menées entreprise par entreprise ou au mieux secteur par secteur et que surtout elles soient totalement distinctes de la lutte des chômeurs. Et ce mot d'ordre, l'intérêt qu'il a, c'est que c'est un programme qui est à la fois un programme pour les ouvriers qui travaillent, pour réduire notamment leur temps de travail et améliorer leurs conditions de travail, et pour les chômeurs. Donc ça, c'est un aspect très important. Les revendications de transition, elles ont aussi pour but d'indiquer aux travailleurs à la fois leur place centrale dans la production et d'ouvrir des brèches dans la dictature de la bourgeoisie sur la direction de l'économie. Cette idée qui est assez banale qu'en gros, dans la société capitaliste dans laquelle on vit, on a une démocratie formelle, on est tous égaux en tant que citoyens, un homme égale une voix, comme répétait la France Insoumise pendant les législatives, en disant même que le vote de Paul Morao vaut autant que le vote de Bernard Arnault. Donc voilà, ce qui est quand même délirant de dire ça en 2024, je veux dire, en termes de confiance dans la démocratie bourgeoise, c'est assez impressionnant.
Mais dans l'entreprise, par contre, on n'a pas du tout de pouvoir égalitaire. Pire, il y a des gens qui possèdent le droit de diriger l'économie et des gens, la majorité, qui sont obligés de s'embaucher, de se vendre le moins cher possible la plupart du temps, parce que sinon, tout simplement, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas vivre. Et donc, il y a une volonté de mettre un coin un petit peu dans la naturalisation de cette idée que le patron dirige l'entreprise et le salarié obéit parce que finalement il a investi, c'est à lui que l'entreprise appartient, etc. Et donc c'est le cas par exemple des revendications sur le secret commercial et le contrôle ouvrier sur l'industrie. C'est des revendications qui, notamment dans les périodes de fermeture d'usines, de licenciement, visent à dire les travailleurs qui font tourner l'entreprise au quotidien, ils ont le droit de savoir comment est gérée l'entreprise, qu'on lève le secret commercial, qu'on sache exactement comment sont répartis les profits, pourquoi, si jamais on licencie, ou par l'argent, et du coup aussi de réfléchir à quelle serait une autre gestion de l'entreprise finalement, c'est une manière d'éduquer la classe ouvrière dans une lutte qui est purement défensive, une lutte contre la fermeture d'une usine, une lutte contre les licenciements, dans une perspective beaucoup plus offensive, c'est-à-dire l'idée de son rôle et de sa légitimité à diriger l'économie et une entreprise. C'est pour ça que Trotsky qualifie cette revendication d'école de l'économie planifiée. Pareil, dans les revendications transitoires, il y a l'expropriation de certains groupes capitalistes. Le programme de la Révolution, c'est l'expropriation de l'ensemble de l'économie entre les mains des travailleurs, entre les mains de l'État, avec une articulation entre l'auto-organisation des travailleurs et une planification centralisée, etc. Je ne m'étends pas. Mais au quotidien, expliquer qu'il faudrait exproprier l'ensemble des secteurs de l'économie, ça équivaut à dire qu'il faut faire la révolution, et c'est quelque chose que les gens ne perçoivent pas comme possible, accessible, voire même légitime, etc. Mais en même temps, dans le cours des luttes et des événements auxquels se confronte la classe ouvrière, elle se heurte très régulièrement à l'irrationalité du fait que la propriété, capitaliste sur certains secteurs décisifs de l'économie. Le moment du Covid, ça a été par exemple un moment évident où les gens voyaient bien qu'il y avait peut-être un problème avec le fait que les laboratoires possèdent les brevets sur les vaccins, qu'ils empêchent les différentes entreprises de les produire, qu'il n'y ait pas du tout une socialisation des réflexions et des recherches les plus avancées sur la pandémie, etc. Et en plus, une idée qui est assez accessible aux gens, c'est que quand même se faire de l'argent sur une pandémie mondiale et sur des choses qui sont indispensables pour survivre, c'est quand même un petit peu problématique. Et du coup, la revendication de certains secteurs de la production, elle vise à partir de ce constat-là, c'est-à-dire à différents moments de l'évolution de la situation politique, économique, sociale, les travailleurs peuvent être plus ouverts à la perspective d'exproprier des secteurs, et à ce moment-là, il faut faire de l'agitation pour lutter pour cette revendication, et donc pas se contenter, là encore, de revendications minimales. Ça permet en même temps, ce mode d'expropriation, de souligner là aussi l'élément de classe, parce que cette expropriation, on la défend sous contrôle ouvrier. Et notamment, c'est une délimitation qui est importante parce que c'est une différence avec les nationalisations bourgeoises, avec un constat qui est évident pour les gens qui se rappellent un petit peu du bilan du mitterrandisme ou des dernières décennies, c'est qu'on peut avoir des entreprises qui appartiennent à l'État et qui sont gérées comme des entreprises, voire qui sont transformées comme des entreprises, mais même avant d'être privatisées, qui s'alignent sur les normes mises en place par le marché capitaliste. Et que entreprise appartenant à l'État ne veut pas dire entreprise défendant l'intérêt de la société et celui de ses salariés. Je vois que les profs hochent la tête. Donc, cette idée d'expropriation sous contrôle ouvrier, elle permet aussi de dire que face aux nationalisations bourgeoises, on a besoin d'aller au-delà.
Donc ce programme de revendications transitoires, vous voyez, c'est un ensemble de revendications qui ont une dimension pédagogique, qui ont une dimension aussi stratégique, c'est-à-dire qu'elles visent à pousser les luttes des masses plus loin. Mais l'idée, ce n'est pas, je vais revenir rapidement sur une idée, ce n'est pas de tromper les travailleurs, c'est-à-dire c'est pas de dire on va faire croire aux travailleurs qu'ils peuvent lutter pour l'échelle mobile des heures de travail sous le capitalisme, et ensuite on va leur dire surprise, en fait il faut faire la révolution. Mais c'est de partir des besoins objectifs des travailleurs et d'essayer de leur dire mais écoute, si on veut vraiment régler les problèmes, c'est de ça qu'on a besoin. Et si on veut l'obtenir, il faut un rapport de force énorme. Et évidemment, du coup, c'est une manière d'alimenter la lutte. Mais ce n'est pas une manière de tromper les travailleurs, c'est une manière de les amener à faire l'expérience et à leur enseigner des composantes d'un programme réaliste pour affronter la crise, en exprimant évidemment à chaque moment la perspective intégrale qu'on développe nous et qu'on défend nous, qui est celle de la révolution. Donc je suis revenu sur ce premier aspect. Ensuite, on a un programme qui est un programme hégémonique, au sens où c'est un programme qui considère que les luttes et les revendications ouvrières, elles ne suffisent pas à dessiner une perspective révolutionnaire, et que le prolétariat, pour être révolutionnaire, il doit se préoccuper de l'ensemble des couches de la société qui sont opprimées par le capitalisme. Et de ce point de vue-là, Trotsky, il explique que voilà, les sections de la 4e internationale doivent élaborer des programmes de revendication transitoire pour les paysans et la petite bourgeoisie citadine, correspondant aux conditions de chaque pays. Les ouvriers avancés doivent apprendre à donner des réponses claires et concrètes aux questions de leurs futurs alliés. C'est-à-dire que les ouvriers doivent défendre un programme pour les secteurs non ouvriers, ce qui est une pièce centrale de la possibilité pour la classe ouvrière de se concevoir comme une classe révolutionnaire, c'est de se préoccuper de l'ensemble des classes de la société et d'aspirer à diriger la société et pas juste ses intérêts étroits. En même temps, vous voyez que si je vous ai dit que dans les périodes de crise, la bureaucratie s'occupe que des travailleurs d'une usine, alors s'occuper en plus des gens qui ne sont même pas des travailleurs au sens de prolétaires, mais des paysans, des jeunes de quartiers populaires, des étudiants, vous voyez que ça induit une lutte contre la bureaucratie, contre le corporatisme, contre le contrôle des directions syndicales sur les mouvements, qui est fondamentale. Pour ça, Trotsky indique quels pourraient être les leviers d'un programme transitoire. Pour les paysans notamment, il parle de comités de surveillance des prix. Il parle aussi de la nécessité de comités de paysans tout court, c'est-à-dire qu'il faut encourager les paysans à s'organiser par eux-mêmes. Vous voyez que c'est des problématiques qui sont très d'actualité. Si on pense que ce soit au mouvement des agriculteurs totalement hégémonisés par la coordination rurale et la FNSEA qui a eu lieu il y a à peine quelques mois, mais c'est même une problématique qui est beaucoup élargie dans la période contemporaine avec l'émergence, la structuration et le développement de mouvements de secteurs opprimés de la société, qu'il s'agisse du mouvement féministe, du mouvement antiraciste, mais aussi on peut parler du mouvement écolo, qui sont des mouvements transclassistes, qui sont des mouvements qui sont souvent animés, dirigés et à composante majoritaire petite bourgeoise, mais qui en même temps sont des mouvements qui ont intérêt à la perspective révolutionnaire et auxquels il faut proposer aussi un programme et des perspectives. Sinon, ils trouveront comme programme et comme perspective celui qui est proposé par les partis des classes dominantes ou les partis qui veulent respecter l'ordre des classes dominantes. En lien avec cette idée d'hégémonie, une idée très importante, c'est que le programme de transition, je vous ai expliqué 4 revendications transitoires, qui sont des revendications économiques, on peut le dire. Expropriation des banques privées, expropriation des groupes capitalistes, contrôle ouvrier sur l'industrie, échelle mobile des salaires. Mais le programme de transition n'est pas un programme qui est uniquement centré sur l'économie et sur les revendications salariales ou ouvrières au sens le plus limité du terme. C'est un programme qui mentionne à de nombreuses reprises la nécessité de revendications démocratiques et politiques, non seulement dans les pays semi-coloniaux, où la question de
l'indépendance nationale, la question de la réforme agraire sont des revendications qui restent d'actualité pour les mouvements de masse. Non seulement en termes de, par exemple dans la partie sur la guerre, il y a l'idée qu'il faut soutenir tout pays colonial qui est attaqué par une puissance impérialiste. Vous voyez, c'est une revendication qui est éminemment politique, mais il y a aussi des mots d'ordre politiques, parce que tout simplement, le prolétariat, pour se constituer en classe révolutionnaire, pour développer ce qu'on appelle une conscience de classe, au sens d'une conscience de sa position dans la société et de la nécessité de renverser le capitalisme pour que la classe majoritaire, tout simplement, occupe la position qu'elle mérite dans la société, elles impliquent de se préoccuper énormément des questions politiques. C'est pour ça qu'une des sous-parties, c'est sur le gouvernement ouvrier et paysan, qui a un mot d'ordre qui est employé pour s'opposer notamment aux directions réformistes qui arrivent au pouvoir en alliance avec la bourgeoisie, qui a un mot d'ordre pour éduquer les masses, et en gros qui correspond à ce qui a été fait par les bolcheviks pendant la révolution russe, quand ils demandaient aux mencheviks et aux socialistes révolutionnaires de dégager les ministres capitalistes, ou pendant le Front populaire, lorsque les trotskistes disaient, en gros, puisque vous voulez le pouvoir, vous voulez diriger l'État bourgeois, on pense que c'est une impasse, que ça ne va pas résoudre le problème, why not? De toute façon, vous l'avez fait, mais au moins, dégagez-vous de la bourgeoisie. Comment vous pouvez oser gouverner aux côtés des radicaux qui ont dirigé les gouvernements de la Troisième République depuis plusieurs décennies, qui ont réprimé des grèves, qui nous ont entraînés dans la Première Guerre mondiale, etc. Donc c'est des mots d'ordre éminemment politiques pour apprendre aux travailleurs à développer une logique de classe, à développer une logique anti-bourgeoise et à revendiquer la nécessité de la révolution. Je passe rapidement. Le dernier point, c'est que les revendications, elles vont de pair avec des méthodes de lutte. Donc c'est pas un programme classique, le programme de transition, parce que tout simplement, ce n'est pas un programme qui est adressé à l'État bourgeois, ou ce n'est pas un programme qui est, en gros, les promesses de campagne du futur gouvernement. C'est un programme qui part des nécessités objectives et qui dit pourquoi les ouvriers et leurs alliés devraient lutter, mais aussi comment ils devraient s'organiser pour lutter contre ça. Et de ce point de vue-là, je vous disais que les revendications, elles visent à souligner l'élément de classe, souligner l'élément qui va dans le sens de l'indépendance des travailleurs par rapport aux dirigeants d'entreprise, par rapport aux forces politiques bourgeoises, etc. Mais il propose aussi des méthodes qui visent à débarrasser le prolétariat de l'influence de la bourgeoisie. Le plus évident, c'est évidemment les revendications qui sont liées à ce qu'on appelle l'auto-organisation. Donc les comités d'usine, qui sont en gros des organes de représentation de l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur syndicat, à l'échelle d'une entreprise, pour se confronter aux patrons et qui peuvent être notamment mis en place dans des périodes de lutte, mais aussi plus largement, si la conscience des travailleurs ou que la tâche qui est posée le justifie. Évidemment, c'est différent c'est pas un CSE, vous voyez, c'est pas un truc intégré à l'entreprise, mais c'est quelque chose qui vise justement à aller plus loin. Les piquets de grève, les détachements de combat, la milice ouvrière, l'armement du prolétariat, c'est les méthodes pour défendre les grèves, pour se défendre face aux bandes fascistes en indépendance des forces de répression, des forces de police, avec toujours cette nécessité de partir des tâches, partir des besoins et d'indiquer une méthode qui pousse dans une direction différente de celle qui consiste à faire confiance à l'État bourgeois ou aux politiciens bourgeois. Et puis évidemment les soviets, qui sont la forme d'auto-organisation ouvrière supérieure, qui veut dire littéralement conseil, mais qu'on pourrait qualifier tout simplement de coordination. C'est tout simplement les soviets, le mieux serait de le comparer à un parlement ouvrier, mais au lieu d'être élu par une circonscription, on est élu par les délégués d'une usine, d'un établissement, etc. Et on va, à l'intérieur de ce soviet, discuter des nécessités de la lutte, mais aussi de tout un tas de revendications, d'adresses, d'interpellations pour le mouvement ouvrier dans son ensemble. Donc il y a une forme d'organisation beaucoup plus large que les syndicats, puisqu'on y retrouve tous les syndiqués, quelle que soit leur appartenance,
mais aussi les non-syndiqués. Et donc c'est le levier d'auto-organisation suprême et central à partir duquel on considère qu'il est possible de faire la révolution, parce que c'est l'outil le plus à même de permettre de doter le prolétariat d'une organisation indépendante de l'État bourgeois. Mais les revendications organisationnelles, elles se lient aussi à la question des syndicats dans l'époque de transition, avec un double constat qui est fondamental. D'un côté, on ne peut pas tourner le dos aux syndicats, on ne peut pas dire les syndicats sont trop bureaucratiques, sont trop réformistes, sont trop mous, il faut intervenir dans les syndicats, etc. Mais en même temps, on ne peut pas aller dans les syndicats pour devenir des syndicalistes et pour, on va dire, respecter la logique du syndicalisme, qui est foncièrement une logique qui oppose les revendications d'un secteur, si ce n'est à celui des autres travailleurs, mais en tout cas qui les défend en premier, qui oppose l'économique au politique, qui essaye de cadrer de manière importante les méthodes de lutte légitimes et les revendications. Et donc, dans le programme de transition, on explique qu'il n'est pas moins criminel, s'il est criminel de tourner le dos aux organisations de masse pour se contenter de fictions sectaires, donc c'est l'idée qu'on va faire nos propres syndicats avec que les militants révolutionnaires, que les militants des terres, etc. Il n'est pas moins criminel de tolérer passivement la subordination du mouvement révolutionnaire des masses au contrôle de cliques bureaucratiques ouvertement réactionnaires ou conservatrices marquées, c'est-à-dire pseudo-progressistes. Et donc, il y a cette idée qu'il faut intervenir dans les syndicats, mais pour essayer de dépasser leur logique et en bataille ouverte avec la bureaucratie, ses méthodes de lutte, son programme de lutte, ce qui est évidemment une question fondamentale. Et là encore, au service d'un syndicalisme qui soit le pont vers des formes d'organisation plus indépendantes, plus hégémoniques, des aspirations plus politiques que celles que prescrit, entre guillemets, le syndicalisme, et donc dans la perspective de préparer à la perspective de la révolution. Tout ça fait du programme de transition une logique très particulière, qui fait que parfois c'est difficile à comprendre, où le programme, c'est pas juste des revendications, mais c'est aussi une méthode pour articuler la force sociale qui est capable de les arracher. Là où il y a, dans les programmes bourgeois, une extériorité entre les revendications et les électeurs, en fait. On vous propose un programme, si vous êtes pour, vous votez pour, et ensuite, moi, je m'occupe de le mettre en place. Là, on propose un programme qui prescrit déjà des méthodes de lutte, mais surtout qui permet de constituer le prolétariat qui sera capable de lutter pour ce programme. Vous voyez, il y a une dimension comme ça, très dialectique, c'est-à-dire il y a une articulation, un aller-retour entre les revendications et la conscience du prolétariat et sa mobilisation, avec l'objectif que le programme de transition permette de pousser les méthodes de lutte, les mobilisations, les aspirations, la conscience, jusqu'à une indépendance totale vis-à-vis de la bourgeoisie, vis-à-vis des illusions dans un meilleur capitalisme, etc. Et puis jusqu'à une mobilisation qui permette de poser la question du renversement de l'État, de la conquête du pouvoir, de l'expropriation de la bourgeoisie. Bon, j'ai fait plus long que prévu, donc ce que je vous propose, c'est de conclure ici et de vous dire ce que j'avais à vous dire sur lutte ouvrière et le NPA et un petit peu comment ces débats stratégiques s'expriment concrètement dans la façon dont le programme de transition est compris et mis en place par les organisations d'extrême gauche et trotskistes et des débats qui l'entourent. Mais ce que je voulais dire en conclusion, c'est que le programme de transition, on le voit, il prescrit une pratique politique, pas juste des revendications. C'est un système et pas juste une somme d'idées dans lesquelles on pourrait piocher et utiliser par-ci par-là à un moment venu. C'est une question très importante parce que vous allez avoir des conceptions du programme de transition, par exemple du côté du NPA, l'anticapitaliste, où on dirait que le programme de transition,
peut totalement être compatible, revendiquer des bouts du programme de transition, c'est compatible avec intégrer une alliance réformiste et proposer la réforme du capitalisme, un gouvernement de gauche, etc. On a des programmes qui vont expliquer que le programme de transition c'est bien, mais ce n'est pas le moment de le défendre contre les bureaucraties syndicales parce que ce n'est pas le moment. Le programme de transition c'est bien, mais l'auto-organisation, pour le moment, en vrai, les travailleurs ne sont pas prêts, leur conscience n'est pas assez avancée, donc on va s'en passer. Au contraire, une stratégie révolutionnaire pour aujourd'hui, c'est une stratégie qui, évidemment, ne prend pas le programme de transition comme un fétiche et qui est capable de comprendre qu'est-ce que la méthode du programme de transition indique comme tâche nouvelle, comme problème nouveau à régler et la manière d'y répondre. Donc comme une méthode, je me répète, mais en même temps, comme une méthode qui a une systématicité qui implique d'être capable d'articuler la lutte pour les revendications minimales avec la défense d'une perspective et de revendications transitoires, la lutte dans le mouvement ouvrier qui est dirigé par la bureaucratie, qui est dirigé par des syndicats, qui est influencé par des partis réformistes, et la défense de l'auto-organisation et d'une perspective qui va bien au-delà. Enfin, la lutte pour les intérêts de la classe ouvrière, qui évidemment est une classe dont la centralité stratégique lui permet de renverser le capitalisme, et la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des secteurs opprimés de la société, mais aussi de ce constat qui est vraiment fondamental et que remettre au goût du jour a été un peu des tâches centrales de notre internationale et de RP, c'est l'idée qu'il ne peut pas y avoir de prolétariat révolutionnaire s'il n'est pas hégémonique, s'il ne se préoccupe pas de la catastrophe climatique, s'il ne se préoccupe pas de la situation des intérimaires et des sous-traitants à l'intérieur de son usine, s'il ne se préoccupe pas de la situation des jeunes des quartiers populaires, s'il ne se préoccupe pas de la lutte contre le patriarcat, etc. Et voilà, l'articulation entre ces différents piliers dessine la stratégie révolutionnaire qu'on aspire à mettre en œuvre, à mettre en pratique dans tous les combats qui se développent aujourd'hui, et aussi, il me semble, à l'aune de laquelle on devrait se juger, évaluer notre pratique, évaluer notre perspective. D'une certaine manière, une utilisation de tous ces pratiques est pour le coup un levier génial pour réfléchir en permanence à la pratique qu'on mène concrètement, qui, vous le savez pour tous ceux qui ont mené des luttes, est systématiquement sous la pression de revenir à une logique plus corporatiste, à se contenter plutôt de revendications minimales, à sacrifier l'auto-organisation parce que c'est le moment ou que les gens ne sont pas prêts, etc. Ou à liquider toute perspective hégémonique parce que tout simplement ça effraierait une partie des ouvriers, ça ne correspondrait pas à leur niveau de conscience. La logique du programme de transition, elle est radicalement opposée à cette logique qu'on pourrait qualifier de suiviste, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que pense le prolétariat, ok, bon bah on va lui dire en fait ce qu'il a envie d'entendre, mais elle est une logique de lutte contre la conscience actuelle des masses pour un programme révolutionnaire, mais évidemment aux côtés des masses, dans leur combat, en essayant d'y apporter des méthodes, des idées, des tactiques, etc., qui leur permettent de faire les expressions, les expériences les plus avancées possibles pour forger un prolétariat qui soit capable, in fine, de faire la révolution, ce qui évidemment n'arrivera ni par le jeu magique du pourrissement du capitalisme, ni par le simple développement d'un appareil révolutionnaire qui viendrait à un moment être tellement gros qu'il finira par coiffer les luttes des masses qui sont arriérées et leur dire ce qu'il faut faire. Il y a une dialectique essentielle entre l'état de maturité du prolétariat dans son ensemble et de son avant-garde et la possibilité même de construire un parti révolutionnaire qui est évidemment une pièce décisive pour appliquer ce programme de transition. Merci beaucoup.